Bonjour à tous et à toutes, chères âmes, guerriers et guerrières de lumière. J'espère que vous allez tous bien. Cet épisode est consacré au traumatisme, à mes blessures. Je vous montre dans cet épisode comment des programmes et des sous-programmes sont mis en place qui vont me façonner et me diriger et me manipuler toute une partie de ma vie. Pour in fine, avec le parcours de Flamme Jumelle qui mettra en lumière tout ça. Le parcours Flamme Jumelle n'oublie rien du tout. Qui va venir littéralement briser dans une douleur extrême, mais pour me délivrer. Alors j'ai envie de vous dire que la nuit noire de l'âme est à la hauteur de nos traumatismes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire. Commentez si vous êtes OK ou pas avec ça. Donc on commence par la blessure d'abandon. Donc mon père m'abandonne, j'avais 3 ans, à la période juste avant Noël. On appelle ça vulgairement, c'était un coureur de jupons. Donc je me souviens de la scène, j'étais dans les bras de ma mère, elle essayait de le retenir. Et du coup, un programme inconscient, voilà, un sous-programme, je me suis dit, elle n'a pas su faire. Et ce programme, bien sûr qui est une fausse croyance, se rejouera encore dans mon divorce. Et c'est aussi la période à laquelle mon mari avait voulu nous laisser, juste avant Noël. Vous voyez que la vie, c'est vraiment des programmes qui se répètent et répètent encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne les choses. Après, j'ai eu le sentiment d'être déchirée dans des guerres de famille, d'être prise dans des guerres d'adultes impitoyables. Donc ça a accentué mon insécurité. Par exemple, il y avait de la guerre, de la force, de la violence. Par exemple, un jour, ma maman m'apporte des vêtements, je suis chez ma grand-mère paternelle. Je me souviens très bien que il y avait des effusions de voix, c'était de la violence. Ma grand-mère me tenait, je me débattais, je voulais voir ma mère, mais on m'autorisait pas à toucher ma mère, et voilà. Ça aussi, ça s'est rejoué comme de la violence et de l'abandon, de l'injustice. Voilà. Donc après, quand j'allais chez mon père, il y avait une petite fille qui, elle, était bien installée à temps plein, et je devais partager sa chambre. Donc les sentiments que j'ai pu éprouver, c'est que je n'étais pas à ma place. J'avais l'impression d'être déchirée, jamais à ma place, déchirée entre deux familles. J'étais pas moi. Injustice, jalousie, voilà. Des fois, mon père, il s'énervait très fort. Alors là, on savait qu'il fallait pas piper mot, c'était comme ça avant dans les familles, je sais pas vous, mais bon, le temps s'arrêtait. On savait il fallait, le temps se figeait, la colère était tellement terrible que le temps se figeait. Donc j'avais peur, l'ambiance était lourde, puis ces claques me faisaient mal. Juste parce que j'avais une fois sali la voiture, je crois. Donc encore injustice, colère, mal-être, angoisse. Voilà, du côté de chez ma maman, je m'ennuyais, je restais de longues heures, je m'ennuyais et je regardais de longues heures ce tableau de Gavroche. Et oui, chère belles âmes, je suis de 1970. Gavroche, ça vous parle peut-être pas. Donc après, j'avais une nounou qui me maltraitait, qui me donnait du boutin noir tous les jours, je vomissais tous les jours dans la voiture. Donc qu'est-ce qu'on éprouve comme sentiment ? On est malade, on veut plus manger, on est frêle, on est chétive, on est rebelle même contre cette injustice. On devient rebelle, on se construit en force. Le mercredi, j'étais inscrite au centre aéré. Je m'échappais. Carrément, je m'échappais en pleine ville. J'étais remplie de colère. Je pense que quand mon père est parti, je me suis remplie de colère. Donc, c'était une petite fille frêle, pleine de colère, en mauvaise santé, toujours mal au ventre.
après le syndrome de l'enfermement, voilà, qui a augmenté mon traumatisme de solitude qui a été d'une violence extrême dans mon parcours FJ. Alors, une fois, je suis tombée malade et puis j'avais 42 fièvres, la scarlatine, et ma mère, évidemment, devait aller travailler car si elle perdait son travail, on allait au-devant de problèmes encore plus catastrophiques. Donc, elle m'a laissée dans l'appartement. Donc, la concierge devait soi-disant me visiter. Donc, je me souviens, oui, l'enfermement, la douleur, je martelais les murs, j'appelais ma mère, au secours, et il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Voilà. Donc, comment on se construit avec ça ? On répond pas à nos besoins de sécurité, là. C'est de l'injustice, c'est violent. Donc, comme je m'échappais du centre aéré, je continuais à être les mercredis enfermée chez moi. Je tuais le temps à chanter à tue-tête. Bon, je chante toujours très mal, je vous rassure. Je me rappelle qu'il y avait un vieux pied de lampe sur le balcon et je chantais à tue-tête. Voilà. Je pensais pas que tout le monde pouvait m'entendre, ou au micro de l'interphone. Les gens ont bien dû rigoler quand même. Voilà, cette solitude qui est pesante, qui est lourde. Je suis pas bien avec moi-même. Et puis pour combler ma solitude, ma mère, elle m'a offert un chat noir aux yeux jaunes, qui s'appelait Moïse. Puis un jour, comme je me construis sur la colère, l'injustice, voilà, je deviens, on peut appeler ça capricieuse. Je deviens, oui, capricieuse. Je suis dans un mal-être. Donc, je suis dans cet appartement, seule, je m'ennuie. Et qu'est-ce que je trouve rien de mieux à faire, c'est d'ouvrir tous les robinets pour inonder l'immeuble. Et là, que se passe-t-il ? Mon chat, celui que j'aimais, qui m'aimait, le seul petit être qui m'aimait, qui m'apportait de la douceur, eh bien, je l'ai fait fuir par mon acte d'inonder l'immeuble. Je l'ai fait fuir. Et il s'est échappé et il n'est jamais revenu. Donc un vrai sentiment de culpabilité. Voilà, un petit animal qui m'a aimé et que moi j'ai poussé à ce qu'il m'abandonne finalement. Donc de la culpabilité, de la colère. Donc l'enfermement et la solitude est un vrai gros trauma proche de la mort chez moi. Donc ma maman, elle avait de plus en plus de mal à me gérer, donc il a fallu qu'elle m'envoie chez mes grands-parents à 450 km de là. Donc re-abandon, re-injustice, re-trahison, j'ai envie de vous dire, même si voilà, elle pouvait pas faire autrement, il fallait qu'elle se débrouille. Mais pour moi, c'est un abandon du père et de la mère. Et en même temps que je vous parle là, me vient l'idée de me dire, mais pourquoi n'a-t-elle pas demandé à mon père qui avait une compagne, voilà. Eh bien ça ne s'est pas produit. Voilà, ça ne s'est pas produit. Je me suis donc retrouvée à l'école du village en insécurité totale, abandonnée, tous les enfants se moquaient de moi. L'insécurité, comment l'insécurité se traduit-elle chez un petit enfant ? Eh ben, je devais faire pipi toutes les 5 minutes. J'avais l'angoisse, mal au ventre, tout le temps obligée de faire pipi toutes les 5 minutes. Donc je me souviens que, à force de moqueries, j'ai mis une claque à un petit garçon, le pauvre. Voilà. Donc chez ma grand-mère, j'étais bien, parce que ma grand-mère, j'étais la seule petite fille, donc j'étais sa préférée. Puis je l'ai tellement aimée, ma grand-mère, tellement aimée. Avec mon grand-père, je partageais son secret. Ça aussi, ça paraît anodin. Partager un secret avec son grand-père, ça paraît anodin, mais c'est une bombe dans le cerveau d'un enfant. C'est-à-dire qu'après l'école, son secret, c'est qu'on allait boire... moi je buvais pas. Si, je buvais une petite grenadine. Lui, il buvait sa petite bière. Voilà. Un jour, il est arrivé en retard, il avait dû boire sa bière avant.
et paniqué, alerte rouge, j'ai hurlé « T'es qu'un gros con !» Voilà, j'étais en insécurité tout le temps. Et ouais, je pense que j'étais bien atteinte. Comme le dit ma mère, hein, j'étais un cas. Mais à travers tous ces petits événements qui paraissent anodins, on peut voir tous les traumas. Et avant, on n'était pas penché sur cette psychologie. Aujourd'hui, on ferait peut-être un peu plus attention à cette petite fille. Et puis, je me doutais surtout pas qu'au travers de tous ces petits événements, il y avait le syndrome de l'alcoolisme. Voilà, ma santé dépérissait, je devais me faire des piqûres de vitamines, je tombais dans les pommes, enfin c'était une catastrophe. Je portais ma souffrance, mais mon corps parlait, hein, je ne pouvais plus manger, j'étais loin de ma mère, en insécurité, je savais plus qui était qui, voilà. Et puis est venu le temps de la lumière où ma mère a rencontré quelqu'un. Il habitait en face de chez mon oncle et de ma tante et à la campagne dans une belle maison. Donc nous avons emménagé chez lui. C'était le bonheur le plus total. Il y avait un chien, un joli berger allemand qui est devenu mon meilleur ami. Je cherchais absolument la stabilité par tous les moyens. Et rapidement, j'ai voulu l'appeler papa. Je ne reconnaissais pas mon géniteur en tant que tel, même toute petite. J'ai été dans un premier temps à l'école en ville, parce que je pense qu'ils ont voulu ne pas délier les langues du village. Et encore là, patatras, c'était une catastrophe. Je me battais, j'avais la blouse déchirée, j'ai été punie parce que j'avais volé un effaceur. Et surtout, à la messe, j'ai pris le corps du Christ alors que je n'avais pas fait ma première communion. Alors, réprimander un enfant pour ça. Hein. Alors, je suis catholique, mais c'est pas très catholique, justement, de réprimander, de convoquer les parents comme si j'avais tué quelqu'un, quoi, finalement. Donc, re-injustice, re-colère, re-rejet. Voilà. Tous ces petits événements montrent que j'étais, instable. Hein. Instable. Je subissais tout le temps du rejet, de l'humiliation. Donc j'ai fini par intégrer l'école du village en classe unique, où là je me sentais mieux, c'était une petite structure, la maîtresse était gentille et tout ça. Mais encore une fois, je reviens, je voulais absolument effacer ma vie d'avant, je voulais avoir de la stabilité, je voulais appartenir encore et encore à une seule et même famille et j'ai voulu fuir mon nom de naissance. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux à faire un jour? C'est de mettre le nom de mon beau-père sur mon cahier. Et alors là, encore patatras, convocation des parents, comme si j'avais fait un meurtre. Mais elle peut pas faire ça, mais vous vous rendez compte? Bon, voilà. Donc, je veux, mais j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais à avoir cette appartenance. Et puis aussi j'avais aussi du mal à apprendre mes tables de multiplication. À l'époque, on se posait pas la question. Aujourd'hui, j'ai compris sur mon chemin, en ayant mes enfants, voilà ce que c'est le mot TDA, trouble de l'attention. Alors en effet, mes parents me disaient, tant que tu ne connaîtras pas tes tables de multiplication, tu ne sortiras pas de ta chambre. Donc enfermement. Ça paraît rien, mais c'est un enfermement quand même. Et c'est de la douleur pour un enfant. Alors, je ne sais pas si vous en avez, hein, mais ça aussi, je défends les enfants parce que les troubles de l'attention, il y a des choses qu'on peut pas apprendre. Il y a des choses il faut qu'on expérimente des stratégies. On nous montre des choses que notre cerveau ne peut pas. Donc je me vengeais sur mon chien, je voulais qu'il apprenne lui et qu'il me réponde avec sa patte, enfin. Encore colère, encore sentiment d'injustice, colère, impuissance. Mon plus bel épisode, c'est quand mon frère et ma sœur sont nés. Un bonheur total, intense, j'avais 10 ans. Un extrême bonheur. Là, je crois que c'est le ciel qui s'ouvre et la lumière qui arrive, quoi.
des beaux petits anges, ils sont magnifiques, des petits blonds aux yeux bleus. Et très vite, je deviens leur maman. Très très vite, je deviens leur maman. Je trimballe ma petite sœur partout, elle est fragile dès le début puisqu'elle supporte pas le lait, elle est élevée à la carotte. Je la trimballe de partout, je l'emmène sur mon porte-bagages, je lui ai coincé les pieds, je l'ai brûlé en lui servant son lait, mais dès mon plus jeune âge, 10 ans, j'ai tout de suite su qu'il fallait la mettre sous l'eau. Donc voilà. Et donc j'ai développé quand même une fausse croyance. Il fallait absolument, parce que j'avais vécu cette histoire avec ma mère, donc ça c'est un sous-programme, hein, parce que j'avais vécu cette histoire avec ma mère, je devais absolument protéger ses enfants et subvenir un maximum à leurs besoins. Donc il fallait que j'assure un sentiment de sécurité totale envers ces deux enfants. Donc je me suis mis une charge énorme sur les épaules. Voilà, on peut, en décortiquant, on voit que j'ai jeté ma dépendance affective complètement sur ces deux enfants. Les rôles sont faussés. Je suis sœur, mais mère, ou demi-mère, je ne sais pas comment on peut dire. Mais la chose positive, c'est que je suis très très fière de moi, car j'ai su leur donner un amour très très pur et très puissant. Je les ai tellement aimés. Bon, on verra plus tard. Je vais le payer très cher avec la suite de l'histoire. Et puis tous les trois, donc mon frère et ma soeur, on détestait qu'on nous appelle demi-frère. Ah oui, c'est demi-frère. Ah oui, c'est demi-sœur. Ça nous révoltait. Encore injustice. D'ailleurs, mon frère aussi, il était en rébellion. Hein. Il a rayé la voiture de mon géniteur. Et puis tous les deux aussi. Hein. Il n'y a pas que moi qui a souffert dans l'histoire. Mon frère et ma soeur aussi ont souffert. Lorsque je partais chez mon père une fois tous les 15 jours, ma petite soeur faisait pipi au lit. Ça a créé des troubles quand même chez mon frère et ma soeur. Du côté de mon géniteur, il y a eu une petite fille qui est née, mais le lien ne s'est pas fait. Un jour aussi très important, comment des adultes peuvent faire des choses pareilles. Je voulais plus aller chez mon père, je m'amusais bien. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux à faire, c'est d'appeler la gendarmerie pour venir me chercher. Donc je suis partie entre deux gendarmes. Donc encore une fois, sentiment d'humiliation, de violence, de rejet. Très très compliqué. Et puis dans les traumas, j'en rajoute un, la mort, je l'ai connue très très jeune, à 10 ans. Et oui, j'avais une super copine d'élastique, elle était super bonne. Et un jour, elle n'est pas revenue. Donc voilà, la chaise à côté de moi, le temps lourd, le vide, la photo accrochée dans la classe. Et puis ensuite, ça a été le tour de mon grand-père. Voilà. Ce soir-là, j'étais dans mon lit couchée, la lumière du couloir allumée, mon chien hurlait à la mort. Et là, dans ce parcours FJ, quand même, vous refaites toute votre vie. Et des fois, vous n'avez pas percuté ce qui s'était joué et vous avez les clés. Donc là, ce qui s'est joué, c'est que j'ai tout de suite senti l'ambiance qui était lourde. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je savais vraiment qu'il allait se passer quelque chose. Et du coup, je sais pas, 5, 10, 15 minutes après, le téléphone a sonné et voilà, on savait. Donc on a fait le trajet, les 450 km. Et puis, ma grand-mère, elle se doutait pas. Hein, voilà, encore une fois, il n'y avait pas de psychologie. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé de mieux à me faire à 10 ans, de me pousser dans la chambre du mort. Alors, vous voyez, la construction du cerveau de cette petite fille. Voilà, c'est très, très, très lourd. Donc, la mort avait frappé fort déjà à 10 ans. Mais je ne me doutais pas qu'elle allait frapper encore plus fort. On verra dans un autre podcast. Là, j'ai vraiment fait mon enfance.
D'ailleurs, à 14 ans, je lisais des livres de NDE, expérience de mort imminente, donc j'étais très branchée là-dessus. Et ça aussi, c'est un élément qui n'est pas anodin, nous verrons plus tard, parce que je trouve que les NDE, voilà, elles ont été considérées longtemps comme un sujet tabou, et moi je fais le pont avec les flammes jumelles. Voilà. Et il a fallu qu'il y ait de nombreux témoignages, parce qu'on les traitait de fous, de nombreux témoignages pour que on les croie et qu'on dise oui, ça existe vraiment. C'est comme nous, les flammes jumelles, on est beaucoup agressés entre guillemets, voilà, agressés entre guillemets, en disant bah ça n'existe pas, mais si ça existe. Donc voilà, la mort, le vide, le départ, l'abandon, la souffrance, encore et encore. J'ai grandi tant bien que mal, j'ai avancé dans mon parcours scolaire. Et mes parents me challengeaient en me disant t'es nul. Donc comme j'étais une challengeuse, je travaillais plus. Mais bon, à la fin, j'ai fini par les croire, quoi. L'estime de moi était, je sais pas si elle était à 0 ou en négatif. Peut-être plus en négatif, je pense. Bon, après, je me suis fait harceler, bon, bref. Mais j'ai quand même réussi à avoir un bac +3. Alors, si on peut résumer cette partie de mon enfance, la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, une insécurité, comme je viens de le dire, la confiance qui est en négatif, la trahison du père, de la mère, même si c'est injuste pour ma mère, ça s'est produit. Finalement, toutes les blessures dont parle Louise Bourbeau, je rajouterais cette peur viscérale de la mort, ce vide abyssal, ces départs que je ne supporte pas. Pour moi, il y a une forte corrélation quand même entre la mort et la dépendance affective. Ouais. Plus on a un rapport violent avec la mort, plus la séparation avec le jumeau est terrible. Et puis je rajouterai une addiction à la douleur, quand on encaisse les coups et qu'on fait que ça. J'ai envie de dire qu'on attend même le prochain. On n'attend pas quelque chose de bien. On attend le prochain coup. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Vous, moi, on a tous fait la même chose. On a grandi dans la souffrance, donc dans la résistance. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'armure, le bouclier, l'épée, et on devient tous des guerriers et des guerrières. Mais l'univers, la vie, ce parcours nous montre que ce n'est pas la bonne voie d'être en force, en résistance. Il va venir nous briser ce qui n'a plus lieu d'être. Chaque parcours est unique. Prenez le temps d'analyser, d'accueillir votre souffrance et d'essayer de comprendre ce qui s'est joué dans votre enfance et ce qui se rejoue avec votre jumeau. Voilà, je pense que je vais en rester là pour ce podcast. Vous voyez que je vais devenir un chaser bien chargé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle blessure vous a fait le plus souffrir. Et si vous souhaitez explorer votre parcours, mieux comprendre vos expériences et recevoir un peu de lumière sur votre chemin, abonnez-vous et suivez-moi chaque semaine ou prenez rendez-vous avec moi pour une séance, j'en serai ravie. Je peux aussi vous faire votre thème de numérologie karmique pour éclairer votre chemin de vie, votre personnalité. C'est un travail de 1h30 dans 20 domaines de votre vie. Puis après, on débriefe ensemble. Ça sera un plaisir. Donc ensemble, avançons pas à pas, flamme après flamme. Vous êtes tous des guerriers et guerrières de lumière. Je vous souhaite une excellente et belle et lumineuse journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place. À bientôt.